abonnez-vous à la chaîne. Ici, le silence n'est jamais qu'un simple silence. Il y a toujours quelque chose derrière les murs. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochains articles, car certaines vérités ne sont révélées qu'à ceux qui continuent de suivre l'actualité. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous? Le château de Montfaucon se dressait sur un promontoire rocheux de la campagne bourguignonne, loin des sentiers battus et des cartes les plus fréquentées. De loin, il ressemblait à une simple ruine aristocratique française, de celle que le temps ronge lentement. De près pourtant, quelque chose clochait. Les fenêtres étaient toujours trop propres pour un lieu officiellement abandonné. La nuit, les lumières intérieures ne s'allumaient jamais, mais des ombres se mouvaient derrière les épais murs de pierre. Et aucun habitant du village voisin ne pouvait dire qui était le propriétaire actuel. Claire Moreau observait le château depuis le siège passager, tandis que la voiture gravissait la route sinueuse. Journaliste d'investigation pour un quotidien régional de Dijon, elle avait été envoyée rédiger un article simple sur des sites historiques oubliés. Rien ne laissait présager que cette mission serait différente. Pourtant, le silence qui entourait Montfaucon lui inspirait un malaise palpable, comme si le lieu repoussait les observateurs attentifs. Le chauffeur, employé de la mairie, ralentit sans qu'on le lui demande. Personne ne parla. Il n'y avait ni panneau de bienvenue, ni portail moderne, ni sécurité apparente, juste le vieux fer d'un portail entrouvert qui grinçait sous le vent. Claire descendit la première. L'air était imprégné d'une odeur métallique mêlée à une vieille humidité. Une odeur qui ne provenait pas seulement de pierres mouillées. Elle prit mentalement note du détail, photographia la façade principale et se dirigea vers l'entrée latérale, la seule accessible. À l'intérieur, le château ne semblait pas abandonné. Le sol était propre. Aucune poussière ne s'était accumulée. Les tapisseries anciennes étaient remarquablement bien conservées. Quelqu'un prenait soin des lieux. Quelqu'un qui souhaitait rester discret. Le nom qui figurait dans les documents officiels était toujours le même. Étienne Valois, un homme d'affaires discret qui avait racheté Montfaucon 7 ans plus tôt par l'intermédiaire d'intermédiaires. Il ne donnait pas d'interview, n'apparaissait pas en public et était absent des réseaux sociaux. Pour l'administration française, il existait. Pour le peuple, il était invisible. Claire trouva Valois dans le hall principal, comme s'il l'attendait. Grand, mince, les cheveux gris soigneusement coupés, vêtu sobrement, sa présence ne semblait ni le surprendre, ni le déranger. Il ne sourit pas. Il se contenta de la regarder se présenter, enregistrant chaque geste, chaque pose dans son discours, comme s'il mesurait quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Le conflit éclata là, silencieux et immédiat. Claire comprit que Valois n'était pas simplement un homme réservé. Chacun de ses gestes était empreint de maîtrise, comme celui de quelqu'un habitué à garder des secrets bien gardés. Lorsqu'elle lui demanda la permission de circuler librement dans le château, il accepta trop vite. Lorsqu'elle évoqua l'intérêt historique du lieu, il détourna le regard pour la première fois. Elle ne posait pas de questions directes. Elle préférait observer. Et c'est dans cette observation qu'il remarqua de petites incohérences. Des portes intérieures toujours verrouillées, des couloirs qui ne figuraient pas sur les plans officiels, un vieil ascenseur dissimulé derrière une bibliothèque mobile. Tout indiquait que Montfaucon n'était pas qu'une simple résidence privée. C'était un lieu fonctionnel et animé, utilisé à des fins qu'on ne pouvait expliquer simplement. Dehors, à Saint-Rémy, on évitait de parler du château. Les habitants détournaient le regard chaque fois que Claire prononçait le nom de Valois. Un boulanger fit semblant de ne pas entendre. Une dame ferma sa porte. Un ancien employé municipal refusa de s'exprimer, se contentant de marmonner « Certains endroits ne veulent pas être compris ». Cette nuit-là, logeant dans la seule auberge des environs, Claire examina les documents recueillis. Les photographies étaient trop ordinaires. L'enregistrement audio était trop net. Aucun bruit étrange, aucune preuve tangible. Pourtant, elle sentait qu'il se passait quelque chose hors champ, comme si le château était conscient d'être observé. Le premier indice concret est apparu lorsqu'elle a trouvé une enveloppe sous la porte de sa chambre.
aucune adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une simple feuille de papier pliée avec une phrase écrite à la main. Ce qui se passe à Montfaucon n'appartient pas au passé. Claire ne ferma pas l'œil de la nuit. À l'aube, elle décida de ne pas écrire d'article de voyage. Ce qui se cachait derrière les murs de ce château français n'était ni ancien ni oublié. C'était actuel, organisé et protégé par le silence. Et certains seraient prêts à tout pour garder le secret. Montfaucon se dévoilait peu à peu, tel un organisme qui ne se laisse observer que jusqu'à un certain point. Claire s'en rendit compte le deuxième jour. Bien que Valois l'eût autorisée à se déplacer, le château semblait la guider sur des chemins précis. Certaines portes restaient closes, sans explication, tandis que d'autres paraissaient opportunément ouvertes, comme si quelqu'un avait décidé de ce qu'elle devait ou ne devait pas voir. Les couloirs intérieurs étaient étroits, conçus davantage pour la surveillance que pour le confort. L'architecture mêlait différentes époques, fondation médiévale, aile Renaissance et interventions modernes soigneusement dissimulées. De petites caméras étaient intégrées à des ornements anciens, presque invisibles. Aucune signalétique n'était présente, mais la surveillance était constante. Claire commença à se représenter mentalement les lieux. Une vieille habitude, prise lors de précédentes investigations. Elle remarqua que certains couloirs menaient toujours au même point, comme si le château évitait les liaisons directes entre certaines zones. Ce n'était pas de la négligence architecturale, c'était un choix délibéré. Étienne Valois apparaissait sporadiquement, jamais par hasard. Toujours lorsqu'elle s'approchait de zones sensibles ou lorsqu'elle s'attardait trop sur un détail précis. Il ne la suivait pas, il se positionnait. Il restait silencieux, juste assez présent pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Peu à peu, Claire a reconstitué les fragments de son passé. Les archives publiques indiquaient que Valois avait fait fortune dans le secteur de la logistique privée, notamment grâce à des contrats de transport médical et pénitentiaire. Des sociétés discrètes liées à des transferts sensibles. Rien d'illégal à première vue, rien de transparent non plus. Dans le village, Saint-Rémy a dévoilé une autre facette de son histoire. Le château avait toujours existé, mais Montfaucon avait changé de fonction au fil des siècles. Pendant la Révolution française, il servit de prison improvisée. Durant l'occupation allemande, il fut réquisitionné pour usage administratif, selon des documents vagues. Après la guerre, il resta fermé pendant des décennies, sans explication officielle. Les habitants le savaient. Ils le savaient trop bien. Et pourtant, ils faisaient semblant de ne pas le savoir. Claire parvint à parler à Luc Bernard, un ancien professeur d'histoire locale, retraité et solitaire. Il ne la regardait pas directement et préférait fixer la fenêtre. D'après Luc, Montfaucon avait toujours été un lieu de confinement, non seulement au sens physique, mais aussi social. On y envoyait ceux qui ne pouvaient disparaître officiellement, prisonniers politiques, dissidents, individus jugés trop gênants pour un procès public. Il n'existait pas d'archives complètes, seulement des lacunes. En France, dit Luc, on apprend à tout documenter. Si quelque chose n'est pas documenté, c'est que quelqu'un s'en est assuré. À l'intérieur du château, Claire commença à remarquer des signes plus concrets d'une présence humaine continue. Du linge lavé et rangé dans des zones réservées, des traces de frottement récentes sur le sol en pierre, des plateaux ramassés avant même qu'ils ne refroidissent. Il y avait d'autres personnes que Valois, des personnes qui ne se montraient pas. Un nom est apparu dans de vieilles notes découvertes dans la bibliothèque privée, celui du docteur Armand Keller. Aucun livre n'était signé de sa main, seulement des rapports techniques, rédigés dans un langage médical précis, décrivant des procédures de contention psychologique, un isolement prolongé et des réponses comportementales en cas de privation sensorielle. Les textes n'étaient pas datés. Les patients n'étaient pas identifiés non plus. Claire ne trouva aucune chambre ordinaire, seulement des cellules aménagées comme des suites. Le confort était calculé, fonctionnel, dépourvu de toute touche personnelle, ni photos, ni objets intimes. Tout indiquait un séjour temporaire, quoique prolongé. L'hostilité de Valois commença à se manifester indirectement.
Il n'y avait pas de menace directe, mais des obstacles subtils, des dossiers disparus, des portes restées ouvertes et verrouillées, et un téléphone qui perdait le signal chaque fois que Claire tentait d'envoyer des documents à Dijon. Elle comprit alors que Valois n'était pas seulement le propriétaire du château, il était le gardien d'un système. Un système ancien, modernisé, adapté à l'époque contemporaine, entretenu par l'argent, le silence des institutions et la peur collective. Montfaucon ne dissimulait pas un crime isolé, il dissimulait une pratique, et Claire commençait à comprendre que sa présence là-bas n'était pas un accident toléré, mais un test. Le séjour de Claire à Montfaucon, d'abord purement observationnel, prit une tournure conflictuelle dès le 3e jour, non par choix délibéré, mais parce que le château commença à réagir activement à sa curiosité. Le premier changement fut la gestion du temps. Les repas furent servis à des heures irrégulières, les lumières des couloirs s'éteignirent sans prévenir et l'accès à Internet disparut complètement. Claire continuait d'avancer. Elle prenait moins de notes, mais mémorisait davantage. Le défi n'était pas de poser des questions directes, mais de persévérer là où le silence menaçait de s'installer. Elle se heurta à son premier obstacle physique en tentant d'accéder au sous-sol. L'ascenseur dissimulé derrière la bibliothèque, qui était resté ouvert jusque-là, nécessitait désormais un code. Des empreintes digitales récentes sur la surface métallique indiquaient une utilisation fréquente. Quelqu'un était descendu, quelqu'un était remonté. Au lieu d'insister pour un accès direct, Claire observa les habitudes. Les employés n'apparaissaient que la nuit, toujours les mêmes trois, jamais ensemble. Ils ne se parlaient pas dans les couloirs et évitaient de se regarder. Leur comportement n'était pas celui d'employés ordinaires, mais celui de personnes conditionnées à n'exister que dans des rôles spécifiques. Le conflit a pris forme lorsqu'elle a trouvé du sang. Pas en grande quantité, juste une tache sombre dans un coin d'un escalier secondaire, partiellement nettoyé, mais encore visible sous la lumière du matin. Aucune odeur de pourriture, aucun signe de violence récente. Il n'y avait que l'erreur, trop petite pour être remarquée par quiconque ne la cherchait pas. Claire a pris une photo, elle a essayé de l'envoyer. Le signal a immédiatement coupé. Peu après, Valois fit son apparition. Il ne fit aucun commentaire sur ce qu'elle avait découvert. Il se contenta de déclarer, d'un ton neutre, que certaines zones du château étaient interdites d'accès pour des raisons de sécurité structurelle. C'était la première fois qu'il imposait une restriction aussi explicite. Le conflit, jusque-là latent, prenait désormais forme. Dans le village, la pression s'intensifia également. L'auberge reçut la visite de la gendarmerie locale, officiellement pour un contrôle de routine. Les agents furent polis, expéditifs et posèrent des questions sans rapport avec le sujet. Le message était clair. Claire était surveillée aussi bien à l'extérieur du château. Luc Bernard refusa de la revoir. Lorsque Claire insista, il se contenta de dire, de l'autre côté de la porte, « Ceux qui écrivent trop sur Montfaucon ont tendance à disparaître des archives avant de disparaître des rues. » De retour au château, Claire trouva un allié inattendu. Un des veilleurs de nuit, un homme nommé Julien, laissa tomber une petite carte d'accès près de l'aile ouest. Il ne lui demanda pas de la lui rendre. Il se contenta de la regarder une seconde de plus que nécessaire. La carte donnait accès à un couloir qui ne figurait sur aucun plan officiel. L'air y était différent, plus sec, artificiellement contrôlé. Les murs étaient revêtus d'un matériau acoustique imitant la pierre ancienne. Le silence n'était pas naturel. Il était construit. Derrière une porte blindée, Claire perçut des bruits humains. Pas des cris, une respiration irrégulière, des mouvements retenus. Le genre de son qui surgit lorsqu'on comprend que faire du bruit a des conséquences. Elle n'ouvrit pas la porte, pas encore. À ce stade, le conflit ne portait ni sur le sauvetage, ni sur la dénonciation. Il s'agissait de comprendre le système avant son effondrement total. Valois a trouvé la carte manquante avant la tombée de la nuit. Son comportement changea immédiatement, non pas d'agressivité, mais de façon précise. Claire fut informée que son séjour prendrait fin le lendemain matin. Le motif officiel, respect du délai convenu. Aucune discussion. Cette nuit-là, Claire décida d'agir. Il n'était plus question d'observer passivement.
Elle utilisa la carte de Julien pour accéder de nouveau au couloir secret. Cette fois, elle descendit au sous-sol. Ce qu'il découvrit n'était pas une prison ordinaire. Il n'y avait pas de barreaux visibles. Il y avait des cellules isolées, chacune équipée de commandes individuelles pour la lumière, le son et la température. Les gens y vivaient dans un état de suspension sociale, ni prisonniers légaux, ni citoyens libres. Certains étaient sous sédatifs, d'autres tournaient en rond, comme si leur espace mental avait été réduit en même temps que leur espace physique. Les archives numériques indiquaient que les documents étaient en place depuis des années. Des raisons vagues ont été avancées: risque institutionnel, instabilité de la communication, risque de contagion idéologique. La France moderne, rationnelle et efficace, maintenait en place un mécanisme invisible de neutralisation. Le conflit atteignit son paroxysme momentané lorsque Claire entendit des pas derrière elle dans le couloir. Ce n'était pas Valois, c'était Julien. Il n'a pas tenté de l'arrêter, il a simplement dit, à voix basse, qu'il n'y avait plus de temps. Le système avait détecté la faille. Des protocoles étaient activés, les personnes allaient être transférées. Les fichiers allaient être supprimés. Montfaucon n'a pas réagi par la violence, il a réagi avec efficacité. Claire devait choisir, partir avec des bribes d'informations ou rester trop longtemps à essayer de sauver ce qui était déjà voué à disparaître administrativement. Le conflit n'était plus seulement extérieur, c'était une course contre un mécanisme qui ne répétait jamais la même erreur. La découverte du réseau souterrain n'a pas mis fin au conflit, elle l'a fragmenté. Dès lors, Claire a dû gérer de multiples tensions qui s'entremêlaient silencieusement, chacune amplifiant une situation qu'il était devenu impossible d'ignorer. La première intrigue secondaire concernait Julien. Il n'était pas un simple employé obéissant. Il représentait un élément perturbateur au sein d'un système qui reposait sur une prévisibilité absolue. Durant les quelques minutes qu'ils passèrent ensemble au sous-sol, Claire remarqua des marques récentes sur ses poignets. Non pas des marques de menottes, mais celles de capteurs retirés à la hâte. Julien n'était pas totalement libre. Il était surveillé. Et pourtant, il avait décidé d'intervenir. Sans promesse formelle, ils conclurent un pacte tacite. Il lui donnerait accès au lieu. Elle déciderait de ce qu'elle y verrait. Julien ne recherchait ni la notoriété ni l'héroïsme. Il voulait simplement s'assurer que Montfaucon ne puisse plus agir en toute impunité. Une autre intrigue secondaire émergea des détenus eux-mêmes. Claire commença à déceler des constantes dans les dossiers. Beaucoup étaient journalistes, enseignants, programmeurs, chercheurs, des personnes dont l'influence ne provenait pas de la violence, mais du discours. Aucun crime avéré, juste de vagues classifications administratives, toujours signées par des comités qui n'existaient pas officiellement. Elle rencontra une femme nommée Élise Fournier, maintenue en isolement partiel depuis 6 ans. Ancienne professeure d'université, elle était spécialiste d'éthique politique. Ses rapports révélaient une forte capacité de déstabilisation des récits. Claire ne lui parla pas. Il n'y eut aucun contact direct, mais elle observa, grâce aux caméras internes, le soin excessif apporté à son environnement. L'isolement n'était pas punitif, mais préventif. Le temps devenait un facteur critique. Julien expliqua sans entrer dans les détails qu'une fenêtre opérationnelle se refermerait en moins de 48 heures. Des transferts seraient effectués. Montfaucon entrerait dans une période de hibernation, terme employé dans les archives pour désigner l'effacement complet des traces opérationnelles. Pendant ce temps, Valois était aux prises avec ses propres contradictions. Il n'avait rien d'un méchant classique. Il ne prenait aucun plaisir à contrôler, ni ne manifestait le moindre sadisme. Son rôle était de veiller au bon fonctionnement de la machine. Lors de conversations brèves et calculées, il laissait clairement entendre qu'il ne prenait pas les décisions. Il se contentait de les exécuter avec une efficacité maximale. Claire commença à comprendre que Valois, lui aussi, était remplaçable. Un administrateur, non l'architecte du système. Cela rendait le château plus menaçant. Montfaucon survivrait à la chute de n'importe quel individu. Une intrigue secondaire, restée silencieuse,
concernait le village de Saint-Rémy. Claire découvrit que le château injectait indirectement des ressources financières dans la région. Travaux publics, subventions agricoles, entretien des routes. Le silence des habitants n'était pas seulement dû à la peur, il était dû à la dépendance. Le système reposait sur un consentement tacite. La pression du temps s'intensifia lorsque Claire parvint à accéder à une sauvegarde partielle des fichiers centraux. Impossible de les copier intégralement. Le volume de données était trop important et les protocoles de sécurité réagissaient instantanément. Il lui fallait faire un choix, choisir quelles histoires méritaient d'être publiées hors de ces murs. Chaque choix signifiait une histoire de plus perdue. Julien a signalé que les capteurs avaient enregistré une activité anormale. Le château a ajusté son système de surveillance en temps réel. Des couloirs auparavant accessibles sont devenus des zones interdites. Les lumières restaient allumées même en l'absence de toute personne, signe que les systèmes étaient en alerte. Le dernier rebondissement est survenu lorsque Claire a découvert un dossier à son nom, non pas en tant que prisonnière, mais en tant que sujet en cours d'évaluation. Le système réagissait non seulement à ses actes, mais aussi à ses actions potentielles. Montfaucon ne s'attendait pas à des menaces extérieures, il s'attendait à des erreurs internes. Et Claire en était devenue une. Les intrigues secondaires convergeaient désormais vers un point inévitable. Il n'y aurait ni sauvetage complet, ni dénonciation totale, juste assez d'impact pour briser le silence absolu. Le temps pressait. Le château se préparait à se refermer. Et Claire devait décider comment laisser sa marque avant que Montfaucon ne redevienne une simple ruine convaincante. Le tournant ne survint ni par une alarme, ni par une confrontation directe. Il survint par l'erreur humaine, le seul élément que Montfaucon ne parvint jamais à éliminer complètement. Au petit matin, tandis que Claire triait les fichiers à extraire, la climatisation du sous-sol tomba en panne pendant exactement 3 minutes. Un laps de temps trop court pour une évacuation, mais trop long pour passer inaperçu. Les portes de 2 modules de confinement se déverrouillèrent simultanément, un événement classé comme impossible par les protocoles. Claire n'a rien déclenché, elle n'est pas intervenue, elle s'est contentée d'observer. Dans l'un des modules, Élise Fournier quitta sa chambre pour la première fois depuis des années. Elle ne courut pas. Elle n'hésita pas. Elle marchait avec une précision déconcertante, comme si elle avait répété mentalement ce trajet pendant des heures. Son corps était faible, mais sa posture restait impeccable. Dans l'autre module, un jeune homme demeurait immobile, incapable de réagir sans ordres extérieurs. Cet incident révéla un fait occulté par les rapports. Tous les détenus n'étaient pas maintenus dans le même état. Certains étaient préservés, d'autres réduits à néant. Claire suivait Élise à distance. Elle n'essayait pas d'entrer en contact immédiatement. Elle savait que le moindre mot pouvait déclencher les capteurs encore actifs. Le château respirait irrégulièrement, comme un organisme en état d'alerte partielle. Élise n'a pas cherché de sortie. Elle s'est dirigée directement vers l'aile administrative. C'est là que Claire a trouvé la révélation principale. Les dossiers qu'elle croyait être de simples documents de confinement étaient en réalité des expériences en cours. Montfaucon n'existait pas uniquement pour neutraliser les individus perturbateurs. Son but était d'étudier comment l'isolement, la privation sélective de stimuli et la réécriture de l'environnement affectaient la résilience intellectuelle. La France ne cachait pas les dissidents. Elle perfectionnait des méthodes pour les faire taire sans martyr, sans scandale. Valois apparut peu après. Il ne chercha pas à arrêter Élise. Il se contenta d'observer comme si ce moment avait été prédit par une sorte de certitude statistique. C'est alors qu'il a parlé plus que jamais auparavant. Il a déclaré que Montfaucon n'était pas une diversion, mais un projet pilote. D'autres sites existaient. Le château était simplement le plus ancien encore en activité. Il a également indiqué que Claire avait été autorisée à s'y rendre, car le système devait tester son imperméabilité aux investigations modernes. La révélation finale, cependant, ne figurait pas dans les dossiers. J'étais à Julien. Il n'était pas un simple employé, c'était un ancien détenu, un cas considéré comme réussi.
une personne réintégrée dans le système pour en valider l'efficacité. Son empathie résiduelle était tolérée comme un bruit de fond acceptable. Lorsque Julien a activé manuellement le protocole d'urgence, Claire a compris la gravité de son geste. Le protocole ne libérait pas les prisonniers. Il déclenchait le confinement permanent de l'établissement avec tous les détenus à l'intérieur. Montfaucon ne serait pas nettoyé, il serait enterré. La décision de Julien a contraint le système à choisir entre la révélation de ses secrets et sa propre survie. Pour la première fois, Montfaucon a dû réagir à un événement imprévu. Élise fut la seule à prendre la parole. « J'ai dit à Claire que je ne voulais pas être secourue. Je voulais qu'on me raconte mon histoire. Exister hors des murs, ne serait-ce que comme témoignage. » Claire comprit que c'était là le véritable tournant. Il n'y avait pas de salut complet, seulement un témoignage. Elle a connecté les fichiers sélectionnés à un canal externe, improvisé. Elle n'a pas tout envoyé, juste l'essentiel. Les noms, les méthodes, les structures. Pas le temps pour de longs discours. Uniquement des données brutes, difficiles à ignorer. Les systèmes commencèrent à dysfonctionner en cascade. Non pas à cause d'un dysfonctionnement, mais à cause d'une surcharge délibérée. Le château était en train de s'autodétruire. Valois ne tenta pas de fuir. Il resta dans le hall central, tel un homme jouant son rôle jusqu'au dernier moment. Il n'y eut aucune confrontation physique, seulement la reconnaissance silencieuse de la perte de contrôle. Lorsque Claire quitta Montfaucon, l'aube se levait sur la pierre ancestrale. Derrière elle, le château se referma sur lui-même. Il n'explosa pas. Il ne s'écroula pas. Il se ferma simplement à jamais. Le monde ignorait encore ce qui s'était passé là-bas. Mais maintenant, quelqu'un en savait trop. Les conséquences ont commencé avant même que Claire n'atteigne la route principale. Son téléphone s'est remis à fonctionner un bref instant, juste assez pour recevoir des notifications éparses. Aucun message personnel. Seulement des alertes automatiques, des réunions annulées, des articles suspendus sans explication. Le système a réagi trop vite pour être une coïncidence. À Saint-Rémy, le château disparut des conversations en moins d'une matinée. Personne ne commenta sa fermeture soudaine. Le boulanger évita le sujet. L'auberge retira toute mention du château de ses brochures. La route secondaire menant à Montfaucon fut fermée pour cause de instabilité géologique. Les services locaux s'adaptèrent avec une efficacité discrète. Les données transmises par Claire n'ont pas provoqué de scandale immédiat. Aucun titre à sensation n'a fait la une des journaux. L'impact a été latéral, progressif et plus difficile à contenir. Des blogs indépendants ont commencé à reproduire les documents. Des universitaires ont décelé des schémas récurrents. Des avocats ont constaté des failles juridiques bien connues. La réaction institutionnelle fut négative. Les communiqués officiels qualifièrent les dossiers de interprétation spéculative d'installations historiques. Valois disparut des registres publics. Non pas comme un fugitif, mais comme un personnage qui n'avait jamais vraiment existé. Les sociétés qui lui étaient liées furent dissoutes les unes après les autres, absorbées par de plus grands groupes. Claire n'a pas été arrêtée. Cela l'inquiétait plus que toute menace directe. Son nom a commencé à circuler dans les médias internes, présenté comme un profil de risque éditorial. Les invitations ont disparu. Les sources ont cessé de répondre. L'isolement n'était pas imposé, il était provoqué. Julien n'a laissé aucune trace, ni comme employé, ni comme ancien détenu. Son existence a été absorbée par l'effacement général. Élise Fournier n'apparaissait dans les documents divulgués que par ses initiales. Pourtant, sa présence a suffi à susciter un malaise dans le milieu universitaire. Les instances d'éthique ont commencé à débattre de retenues administratives sans mentionner Montfaucon. Les conséquences personnelles pour Claire furent progressives. Pas de confrontation directe, seulement une réduction de son espace. Son appartement fut perquisitionné officiellement pour une autre raison. Ses courriels commencèrent à subir de légers retards. Pas d'attaque manifeste, juste des frictions constantes.
Le plus troublant était de réaliser que le système ne cherchait pas à se venger, mais à se normaliser, à transformer l'événement en un bruit de fond acceptable. Dans les cercles politiques, le sujet n'a jamais été abordé ouvertement. Plusieurs commissions ont été créées. Aucune n'a abouti à des conclusions. La stratégie était simple. Absorber le choc, diluer les responsabilités, maintenir le statu quo. Claire comprit alors que Montfaucon n'avait pas disparu. Il avait simplement changé de forme. D'autres lieux continueraient à fonctionner sous de nouveaux noms, avec de nouvelles façades et des protocoles plus raffinés. La réaction du public fut limitée, mais irréversible. Une méfiance sournoise commença à se répandre. Il n'y eut pas d'indignation générale, mais un doute persistant. Le pire fléau pour les systèmes fondés sur le silence. Claire a commencé à être suivie. Pas de façon flagrante. Différentes personnes, des schémas répétitifs. Rien de tangible, juste une présence. Elle comprit que sa survie dépendait de sa visibilité. Publier moins ne la protégerait pas. Disparaître reviendrait à accepter la logique de Montfaucon. Les conséquences ultimes de ce tournant ne furent pas explosives, mais corrosives. Le château s'effondra silencieusement, mais laissa des fissures dans des structures qui avaient toujours paru inébranlables. Et Claire comprit que le prix du témoignage n'était pas la mort, mais une surveillance constante. La phase suivante n'apporta aucun répit. Elle imposa une adaptation. Claire comprit rapidement qu'elle ne vaincrait pas le système en l'affrontant avec les mêmes outils qu'auparavant. Le journalisme d'investigation classique, fondé sur des révélations fracassantes et un impact immédiat, ne résisterait pas à la logique de confinement dont elle avait été témoin à Montfaucon. Pour continuer, elle devait changer d'approche. Elle a quitté Dijon. Sans l'annoncer, elle a simplement résilié ses contrats, vendu le superflu et réduit sa vie au strict minimum. Elle a commencé à travailler de manière décentralisée, collaborant avec de petites publications internationales et publiant des articles à intervalles irréguliers. Elle ne recherchait pas la notoriété, mais la persévérance. L'évolution de Claire n'avait rien d'héroïque. Elle était technique. Il apprit à chiffrer les communications, à répartir l'information par couches et à ne jamais tout concentrer sur un seul canal. Ce qui n'était au départ qu'une enquête devint une méthode. La peur n'a pas disparu, elle est devenue fonctionnelle. Elle a réexaminé les données de Montfaucon, non pour en révéler davantage, mais pour en dégager des tendances. Elle a recoupé les noms, les termes administratifs et les structures juridiques récurrentes. Elle a découvert que le vocabulaire employé dans les rapports réapparaissait dans des contrats publics en apparence anodins. Le confinement n'avait plus besoin de forteresse, mais de langage. Claire commença à enseigner. Non pas dans des salles de classe traditionnelles, mais lors d'ateliers discrets, de petits groupes où journalistes, chercheurs et avocats apprenaient à reconnaître les signes de censure administrative. Elle ne citait pas Montfaucon. Elle utilisait des exemples génériques. L'histoire se répandit sans que l'on mentionne de nom. Sa transformation personnelle s'est manifestée dans ses choix. Claire a cessé de rechercher la validation institutionnelle. Elle n'avait plus besoin de récompense ni de reconnaissance. Sa croissance résidait dans sa capacité à survivre sans devenir insignifiante. Lors d'une de ces rencontres, il reconnut chez une participante un comportement familier. Des gestes retenus, une attention excessive à son environnement, un silence stratégique. Une ancienne détenue d'un autre lieu, sans nom, sans dossier officiel. Montfaucon n'était pas un cas isolé. Il ne l'avait jamais été. Claire n'a pas tenté de la secourir. Elle lui a seulement fourni des outils. Pour surmonter cela, il a également fallu renoncer à l'idée de contrôle. Toutes les histoires ne pouvaient pas être racontées. Toutes les victimes ne pouvaient pas être identifiées. La croissance est née de l'acceptation que l'impact ne se mesure pas uniquement à la visibilité, mais aussi à la continuité. Le système a détecté le changement. La surveillance s'est faite plus distante, moins intense. Claire a cessé d'être une menace directe et s'est transformée en un bruit de fond persistant. C'est ce qui l'a maintenue en vie.
Elle a commencé à documenter non pas les cas, mais les méthodes. Il a créé des archives décentralisées, accessibles uniquement à ceux qui savaient tout chercher. Il n'y avait pas de nom propre, seulement des structures récurrentes. La transformation s'est achevée non dans la confrontation, mais dans une résilience stratégique. Claire n'était plus seulement journaliste. Elle était devenue une transmettrice de la mémoire collective. La véritable révélation a eu lieu lorsqu'elle a compris qu'elle n'avait plus besoin de réagir au système. Elle pouvait désormais l'anticiper. Lorsqu'un nouveau centre de recherche comportementale a été annoncé dans le nord de la France, Claire avait déjà lancé des avertissements discrets. Des avocats ont contesté les contrats. Les collectivités locales ont refusé les subventions. Le projet a été suspendu sans explication. Aucune victoire n'a été annoncée. Aucune célébration n'a eu lieu. Seulement l'absence. Et Claire comprit que son triomphe ne résidait pas dans la destruction de Montfaucon, mais dans le fait d'empêcher que cela ne se reproduise de la même manière. Elle a continué à marcher. Elle a continué à enseigner, elle a continué à exister en dehors des murs qui tentaient de la faire taire. Les préparatifs ne s'accompagnèrent d'aucun signe évident. Il n'y eut ni avertissement direct ni menace explicite. Le signe annonciateur d'un événement fut la convergence soudaine de schémas qui, jusque-là, étaient apparus de manière éparse. Claire s'en est rendue compte en analysant 3 projets distincts annoncés dans différentes régions de France. Tous utilisaient une terminologie similaire à celle des documents de Montfaucon. Il ne s'agissait pas de centres de confinement, mais de centres d'observation comportementale, associés à des partenariats publics-privés et assortis de clauses de confidentialité inhabituelles. Le système ne se rétrécissait pas. Il se consolidait. Claire accéléra le rythme. Elle résolut les intrigues secondaires sans laisser de traces directes. Elle rompit tout contact avec 2 collaborateurs qui ne pouvaient plus rester discrets. Elle redirigea les archives décentralisées vers des serveurs miroirs situés hors d'Europe. Non par paranoïa, mais par calcul. Julien et Élise restaient absents en tant qu'individus, mais présents comme point de repère. Claire utilisait leur cas comme matrice d'analyse et non comme récit personnel. Cela rendait le matériau plus difficile à rejeter comme simple narration émotionnelle. La tension montait à chaque décision concrète. Il n'y avait pas de place pour la réflexion approfondie. Chaque choix devait engendrer des progrès. Claire a réuni un petit groupe de 5 personnes de différents pays, aux expériences complémentaires. Aucune ne détenait la vérité absolue, mais toutes en savaient suffisamment. L'objectif n'était pas de dénoncer un lieu précis, mais de provoquer une défaillance systémique synchronisée. La préparation exigeait d'abandonner toute illusion de sécurité. Claire commença à se déplacer avec un minimum de papier, sans routine établie. Elle ne fuyait pas. Elle ne se portait simplement pas volontaire. Le système a réagi de manière insidieuse. Un contrôle fiscal a été ouvert contre l'un de ses employés, un visa a été refusé à un autre. Des pressions ciblées, destinées à disperser le groupe avant même qu'il ne devienne opérationnel. Ça n'a pas marché. Claire comprit que le système répétait une vieille erreur. Il croyait encore que l'isolement suffisait. Mais désormais, le confinement se heurtait à des structures distribuées. Le moment décisif approchait lorsque Claire a eu accès à une note interne qui avait fuité. Le document ne mentionnait pas Montfaucon, mais décrivait un modèle français de neutralisation non pénale. Il officialisait ce qui avait auparavant fonctionné dans l'ombre. La préparation du point culminant n'impliquait ni armes ni sauvetage. Elle reposait sur le timing et la synchronisation. Claire a coordonné la diffusion progressive de l'information, non pas pour provoquer un scandale immédiat, mais pour saturer les canaux institutionnels. Rapports techniques pour les universités. Analyse juridique pour les organismes professionnels. Données financières pour les agences indépendantes. Le système a commencé à réagir de manière moins élégante. Des déclarations contradictoires ont émergé. Des projets ont été suspendus sans justification. Une commission parlementaire a été annoncée avant même le dépôt d'une plainte officielle.
Les tensions atteignirent leur paroxysme lorsque Claire fut convoquée de manière informelle pour une conversation avec des représentants du ministère. Il n'y eut aucune menace explicite, il y eut une reconnaissance de la situation. Elle a refusé. Ce refus constituait l'ultime étape préparatoire. En rejetant le dialogue privé, Claire forçait la confrontation à se dérouler dans un espace public, même si celui-ci était fragmenté. Le point culminant ne serait pas un événement isolé. Il s'agirait d'un effondrement visible du récit du contrôle absolu. Et pour la première fois, le système semblait réagir de manière imprévue. Le point culminant ne se situait pas en un lieu unique. Le système que représentait Montfaucon ne pouvait être abattu d'un seul coup, ni mis à nu par un seul document. Sa force résidait toujours dans sa fragmentation. Et c'est précisément là que Claire décida de frapper. Le premier mouvement s'est déroulé dans le silence. À 6 heures du matin, des rapports techniques ont commencé à circuler simultanément dans les universités françaises, belges et suisses. Il ne s'agissait pas d'accusations, mais d'analyses méthodologiques signées par des experts reconnus, questionnant la légalité des modèles administratifs de neutralisation non pénale. Aucune accusation directe, seulement des questions impossibles à ignorer. 2 heures plus tard, les ordres des avocats ont reçu des avis juridiques distincts mais convergents, soulignant les incohérences constitutionnelles des contrats de restriction comportementale. Aucun ne citait l'arrêt Montfaucon. Tous décrivaient des structures identiques à celles qui y avaient été appliquées. Le système a tenté de réagir avec son outil de prédilection, le délai. Des déclarations vagues ont été préparées. Les porte-paroles ont demandé du temps pour une analyse technique. Il n'y avait pas le temps. À midi, des journalistes indépendants ont publié des données financières recoupant les informations provenant d'entreprises de logistique, de cabinets de conseil en psychologie et de fonds publics régionaux. Le récit de projets isolés a commencé à s'effriter, non pas à cause d'un scandale émotionnel, mais grâce à des preuves structurelles. Le tournant s'est produit lorsqu'un membre du comité administratif lui-même, une personne que Claire n'avait jamais rencontrée, a rompu le silence. Non par souci d'éthique, mais par instinct de survie. Comprenant que le système ne pouvait plus absorber le choc, il a fourni une confirmation institutionnelle minimale, suffisante pour valider tout ce qui circulait déjà. Le système, habitué à fonctionner sans visage, a été contraint d'admettre son existence. La commission parlementaire, créée à la hâte, a perdu la maîtrise de l'ordre du jour. Des auditions publiques ont été exigées. Des documents auparavant classifiés sont devenus trop urgents pour rester secrets. Claire n'est apparue dans aucun de ces cas. Ce fut sa transformation finale. Alors que les projecteurs étaient braqués sur quelqu'un, elle restait absente. Le système avait besoin d'antagonistes auxquels on puisse s'identifier. Claire a refusé ce rôle. La véritable confrontation a eu lieu lorsque la note de service divulguée, celle qui décrivait le modèle français de neutralisation non pénale, a été officiellement reconnue comme authentique. Aucune excuse n'a été présentée. Seule la promesse d'un examen approfondi a été faite. C'est alors que la véritable conséquence est apparue clairement. Montfaucon était devenu incontournable. Même sans être mentionné, il était devenu compréhensible. Des projets similaires ont été suspendus en chaîne, non pas sous le coup de l'indignation publique, mais en raison des risques juridiques. Le système a reculé non par culpabilité, mais par souci d'économie. L'intensité du point culminant n'était pas physique, mais administrative. Un rouage bloqué dans la machine à cause de sa propre défaillance structurelle. La transformation de Claire s'est manifestée par l'absence de triomphe. Elle n'a pas célébré. Elle n'a pas publié de texte explicatif final. Elle n'a pas revendiqué la paternité de l'œuvre. Sa victoire fut négative. Elle empêcha le système de continuer à fonctionner invisiblement. Le rebondissement final survint quelques jours plus tard, lorsque Claire reçut un message crypté d'une source inconnue. Une seule phrase. Montfaucon fut le premier à échouer. Elle comprit immédiatement. Le système n'avait pas été détruit. Il avait seulement été contraint de changer à nouveau.
Le dénouement n'a pas rendu pleinement justice. Il a offert quelque chose de plus conforme à la réalité, la fracture. Et pour la première fois depuis qu'elle avait franchi les portes du château, Claire ne ressentit aucune peur. Il se sentait observé. Les semaines suivantes n'ont abouti ni à des acquittements, ni à des coupables clairement identifiés. Elles ont entraîné des ajustements. Les ministères ont réorganisé leurs services. Des termes ont disparu des documents officiels. Les programmes pilotes ont été remaniés jusqu'à devenir méconnaissables. Le système ne s'est pas effondré. Il s'est adapté, comme toujours. Montfaucon demeurait fermé. Officiellement, il s'agissait désormais d'un édifice condamné, victime de défaillances techniques irréversibles. Aucune enquête publique n'était autorisée sur le site, ni fouille, ni visite. Le château était devenu un vide administratif, un point qui n'avait plus besoin d'être expliqué puisqu'il n'était plus en activité. Les personnes confinées n'ont pas été mentionnées, aucune liste n'a été publiée et aucune procédure de réparation n'a été engagée. Leur absence est devenue une des conséquences silencieuses de la normalisation. Certaines familles ont reçu des nouvelles tardivement, d'autres, rien du tout. Claire observait tout à distance, non par peur, mais par compréhension. Elle savait que la phase d'exposition était terminée. La phase suivante exigeait une observation attentive. Sa vie ne fut plus jamais comme avant, et c'était tant mieux. Il continua sans domicile fixe, sans routine prévisible. Il publia peu, mais son influence fut plus grande que jamais. Son nom circulait dans des cercles restreints comme référence technique, non comme symbole. L'évolution de l'héroïne s'est finalement manifestée par une prise de conscience. Claire ne croyait plus aux victoires définitives. Elle croyait au bouleversement stratégique, à rendre les systèmes trop coûteux pour rester invisibles. Lors de réunions discrètes, elle a constaté un phénomène nouveau. Les jeunes professionnels reconnaissaient déjà les schémas de retenue sans qu'elle ait besoin de les leur expliquer. L'information commençait à circuler sans qu'elle ait besoin de la présence directe. C'était un héritage. La France a continué d'avancer. Elle l'a toujours fait. Mais quelque chose avait changé sous la surface lisse de l'administration publique. De petites fissures sont apparues aux yeux de ceux qui savaient les déceler. Les commissions ont commencé à craindre les dossiers vides. Les termes vagues ont été remis en question avant d'être approuvés. Claire ne retourna jamais à Montfaucon. Il n'y avait aucune raison de le faire. Le château avait rempli sa mission historique et avait échoué. Dans sa dernière note concernant l'affaire, Claire n'a écrit qu'une seule ligne, sans intention de la publier. Le silence ne disparaît pas lorsqu'il est brisé. Il apprend simplement à parler plus doucement. Et voilà, le dossier est clos. Non pas parce que tout était résolu, mais parce que pour la première fois, le système savait qu'il était observé. Des années plus tard, Montfaucon apparaissait encore sur les images satellites comme une parcelle intacte au milieu des champs cultivés. Plus aucune route n'y menait, aucun sentier ne s'y formait. C'était un lieu que même la curiosité évitait. Claire a vu l'une de ces images dans une base de données publique. Elle était anonyme et sans légende. Seules les coordonnées figuraient. Dans une autre ville, dans un autre pays, un centre d'observation comportementale a été discrètement annulé avant même son ouverture. Aucune explication publique n'a été fournie. Claire a fermé le dossier et est passée à autre chose. Certains systèmes n'ont pas besoin de s'effondrer, ils ont simplement besoin de savoir qu'ils ne sont pas invisibles. Des histoires comme celle de Montfaucon ne relèvent pas uniquement de la fiction, elles survivent dans le silence, dans les lacunes administratives, dans les décisions prises loin des regards. En arrivant ici, vous devenez vous aussi partie prenante de cette surveillance invisible. Réfléchissez à la façon dont de nombreux systèmes fonctionnent sans être remis en question. Observez les formulations vagues, les projets non expliqués, les lieux dont personne ne parle. Partagez cette histoire, non pas pour divertir, mais comme un avertissement. Et si quelque chose vous semble déplacé, ne l'ignorez pas. Le silence ne perdure que tant que personne ne choisit de l'écouter.